Bonjour à tous, vous écoutez Parlons d'Europe, émission proposée par la Maison de l'Europe de Tours, Centre-Val de Loire, centre d'information Europe Direct. Avec moi aujourd'hui, Édouard Boursieux, conseiller commercial à la représentation en France de la Commission européenne, qui va nous parler des relations commerciales qu'entretient l'Union européenne avec le reste des acteurs mondiaux. Donc bonjour Monsieur Boursieux. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors dans un premier temps, Monsieur Boursieux, est-ce que vous pourriez nous dresser un état des lieux de la place de l'Union européenne au niveau du marché mondial ? L'Union européenne, si vous la prenez comme un tout, donc les 28 pays de l'Union européenne, 500 millions d'habitants, c'est la première puissance commerciale mondiale. On l'ignore souvent, mais c'est une réalité aujourd'hui, et ça fait déjà plusieurs années que c'est le cas. Et ça continuera à être le cas pendant encore un moment. On est à la fois le premier exportateur mondial de biens et de services, le premier importateur mondial de biens et de services, le premier investisseur à l'étranger, la première zone d'investissement direct étranger. Et globalement, on maintient nos positions de manière assez remarquable. L'Union européenne représentait peut-être 16 ou 17% des exportations mondiales de marchandises au début des années 2000, donc avant l'émergence de la Chine et d'autres grands acteurs dans le commerce mondial. Elle représente encore à peu près 15 ou 16% des exportations mondiales aujourd'hui. Donc on a eu un effritement assez léger de la part de marché de l'Union européenne au niveau mondial. Alors que si vous prenez par exemple la part de marché des États-Unis dans les exportations mondiales, ils étaient à peu près au même niveau que nous, vers 15-16%, et ils sont passés à 10 ou 11% aujourd'hui. Donc il y a eu un impact de l'émergence de la Chine beaucoup plus marqué sur un pays comme les États-Unis ou sur le Japon que sur l'Union européenne. On a réussi à défendre nos positions à l'échelle mondiale. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et puis la deuxième chose qui est assez importante, c'est que le fait d'être la première puissance commerciale mondiale, ça veut dire aussi qu'en pratique, on est le premier partenaire de à peu près la moitié des pays du monde. 80 pays dans le monde sur 160 membres de l'OMC. Et quand on n'est pas le premier partenaire, on est en général le deuxième partenaire des autres pays. Et ça veut dire que dans les négociations commerciales, quand on négocie pour essayer d'améliorer le cadre des échanges avec ces pays, on a évidemment un poids très important puisqu'on est leur partenaire de référence. Alors, justement, vous nous parlez donc, de négociations. Nous avons donc, dans l'actualité récente donc, ces fameux traités, notamment le traité avec le Canada, le CETA, qui a été signé très récemment. Il y a toujours le traité en négociation, le fameux TAFTA avec les États-Unis, qui sont assez controversés par les citoyens européens. Mais à quoi servent ces traités concrètement au niveau européen ? Il y a ces traités, il y en a beaucoup d'autres aussi dont on parle trop peu, je dois dire. Certains qui sont déjà mis en œuvre, qui apportent déjà des effets, d'autres qui sont en cours de négociation, notamment avec le Japon. Qu'est-ce qu'on veut faire avec tous ces pays, avec nos partenaires ? C'est deux choses fondamentalement. Nous renforcer à l'échelle mondiale, peser sur le cours des choses. La mondialisation, elle n'est pas c'est pas quelque chose qui est une donnée sur laquelle on ne peut pas agir et qui serait entièrement satisfaisante où tout irait pour le mieux dans le meilleur des mondes. Il y a des problèmes, il y a des limites, il y a des manques. Il y a un manque de règles aujourd'hui dans les échanges commerciaux internationaux. Il y a des pays qui se sont beaucoup développés, on parlait de la Chine à l'instant, qui deviennent des poids lourds du commerce mondial et qui, dans une large mesure, ne respectent pas les mêmes règles que nous. Donc il y a un enjeu de définition de ces règles. Et c'est ce qu'on s'efforce de faire à travers ces accords avec nos principaux partenaires. Et puis il y a un deuxième enjeu qui est plus direct, qui consiste à regarder quelles sont les difficultés concrètes dans nos échanges avec ces principaux partenaires et à essayer de trouver des solutions, de rééquilibrer nos échanges là où on a des problèmes,
Je pense par exemple au marché public avec le Canada. Vous venez de parler du CETA, l'accord avec le Canada. On avait une asymétrie assez forte entre le degré d'ouverture de l'Union européenne, qui globalement est très ouverte dans les marchés publics, et le degré d'ouverture du Canada, qui était assez protectionniste dans ce domaine. Ce n'était pas normal entre deux pays de même niveau de développement. Et donc, à travers cet accord, on a obtenu la réciprocité, le fait que le Canada va maintenant nous traiter de la même manière que nous, on traite le Canada. Merci, Monsieur Boursieux. Nous vous retrouvons tout de suite après la pause. À 13h15 sur RCF, vous avez rendez-vous avec l'histoire. Véronique Alzieux et ses invités vous invitent à revivre une année, un événement, qu'il soit religieux ou historique, sous forme de feuilleton quotidien, créant ainsi une série pleine de rebondissements. La suite de l'histoire, du lundi au vendredi, à 13h15. RCF. La joie se partage. Vous écoutez Parlons d'Europe, émission proposée par la Maison de l'Europe de Tours Centre-Val de Loire, centre d'information Europe Direct. Je reçois Édouard Boursieux, conseiller commercial à la représentation en France de la Commission européenne, qui nous parle donc de la place de l'Union européenne au niveau du commerce mondial. Monsieur Boursieux, vous nous parliez des traités commerciaux, soit signés, soit en cours de négociation entre l'Union européenne et les autres États mondiaux. Ces traités fonctionnent-ils ? Est-il facile de les adapter en fonction des fluctuations, des marchés, des sociétés ? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? C'est une question très importante parce que c'est important que ça ne reste pas simplement des accords qui sont sur le papier. On ne négocie pas ces accords uniquement pour faire une photo à la fin des négociations et que les ministres soient contents de montrer qu'ils ont pu faire quelque chose ensemble, etc. C'est vraiment pour essayer de changer les choses sur le terrain. Et donc, il faut vraiment se préoccuper de la manière dont les choses se passent. Et c'est quelque chose qui nous concerne tous d'une certaine manière. Évidemment, la Commission européenne en tant que négociateur pour l'Union européenne. On doit s'assurer, par exemple, que nos partenaires commerciaux mettent en œuvre leurs engagements, leurs promesses dans le cadre de ces accords. Il y a des systèmes de règlement des différends pour, le cas échéant, le traiter d'un problème si jamais il n'y a pas de mise en œuvre de leurs engagements du côté de nos partenaires. Mais ça concerne aussi typiquement les entreprises européennes qui doivent se saisir de ces accords, profiter de ces accords, qui ont des facilités pour pouvoir exporter chez nos principaux partenaires. Et donc, il faut qu'elles soient au courant qu'il y a des accords, qu'il y a de nouvelles opportunités et qu'elles en profitent pour leur développement commercial, pour augmenter leur activité. Donc, il faut les informer et elles-mêmes, il faut qu'elles soient assez réactives. Ça concerne aussi la société civile. On a un pilier développement durable sur les questions sociales, environnementales dans ces accords, dans lequel on associe la société civile pour la mise en œuvre des accords, la vérification des engagements de chacun. Et globalement, on voit des résultats. On voit par exemple dans l'accord avec la Corée du Sud qu'on a négocié, qu'on a mis en œuvre récemment, qu'on a mis en œuvre il y a 5 ans, un accord de nouvelle génération qui est très important. En l'espace de 5 ans, on a eu une augmentation de 75% des exportations européennes vers la Corée du Sud, ce qui est vraiment remarquable. Une résorption du déficit commercial historique qu'on avait avec la Corée du Sud, un déficit commercial de l'ordre de 10 milliards d'euros par an, qui est devenu un excédent commercial de plusieurs milliards d'euros. Et puis, on a vu l'évolution des parts de marché en Corée du Sud. On parlait des parts de marché tout à l'heure sur le fait que l'Union européenne maintenait sa part de marché au niveau mondial. En Corée du Sud, on a augmenté notre part de marché. On représentait 9% des importations sud-coréennes il y a 5 ans, au moment de la mise en œuvre de l'accord. Aujourd'hui, on en représente 13%, donc une hausse de 4 points. Alors que, dans le même temps, le Japon a vu sa part de marché passer de 15 à 10%. Les États-Unis restaient à 10%, et seule la Chine a augmenté ses parts de marché de la même manière que les Européens. Donc il y a une redistribution des cartes partout dans le monde aujourd'hui. C'est la réalité de la mondialisation aujourd'hui. Le tout est de pouvoir tirer son épingle du jeu, être suffisamment malin, être suffisamment actif dans ce contexte pour pouvoir tirer son épingle du jeu, et on a négocié des accords qui nous permettent de le faire.
Non, justement, on parlait aussi tout à l'heure un petit peu de certains traités qui peuvent être très controversés par la société civile, qui voient parfois certaines sociétés qui profitent aux plus grands, mais pas forcément aux plus petits. Il y a de nouveaux enjeux commerciaux, sociétaux, des nouvelles peut-être tendances qui se développent. Comment l'Union compte-t-elle répondre à ces nouvelles tendances, des commerces équitables, des choses comme ça? Comment compte-t-elle s'en emparer? Et est-ce qu'elle ne pourrait pas devenir peut-être un moteur d'un nouveau modèle mondial au niveau du commerce Ça, c'est aussi un point très important et ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure sur l'importance d'utiliser ces accords, ces négociations pour contribuer à la régulation de la mondialisation. Il y a un manque de règles aujourd'hui dans les échanges internationaux. Il faut développer ces règles, par exemple sur le plan social ou sur le plan environnemental. Aujourd'hui, à l'OMC, il n'y a strictement aucune règle qui encadre les échanges commerciaux, qui permet d'encadrer les échanges commerciaux. Donc dans ce contexte, soit on ne fait rien, on baisse les bras, soit on essaye de faire quelque chose. Malheureusement, aujourd'hui, on ne peut pas le faire à l'OMC. L'OMC a beaucoup de difficultés à progresser vers des accords qui sont vraiment substantiels aujourd'hui. Donc le seul moyen de le faire, c'est de manière bilatérale avec nos principaux partenaires. Et c'est ce qu'on s'efforce de faire, à la fois sur le plan social, sur le plan environnemental. En termes de commerce équitable que vous mentionniez à l'instant, on a beaucoup de discussions avec le Fair Trade Movement, le mouvement pour le commerce équitable, pour essayer de favoriser aussi les échanges qui sont sous cette catégorie. Et puis vous parliez des petits par rapport aux gros, d'une certaine manière. On met un accent particulier aujourd'hui pour aider les PME à profiter des opportunités qui sont créées par ces accords. Ces accords doivent d'abord bénéficier aux PME, parce que c'est elles qui ont le plus de difficultés. Finalement, quand il y a des obstacles aux échanges, c'est souvent des freins pour les grandes entreprises, mais qui ont la capacité de les surmonter, qui ont la connaissance, qui ont les moyens de surmonter certains obstacles. Pour une petite entreprise ou une moyenne entreprise, c'est tout de suite un obstacle qui est très vite insurmontable. Et donc, c'est en changeant le cadre réglementaire au niveau étatique qu'on peut faciliter la vie des PME. Encore faut-il qu'elles soient pleinement conscientes du fait qu'on améliore les choses de ce point de vue-là. Et donc on revient à l'enjeu d'information dont je parlais tout à l'heure et du fait que chacun puisse se saisir de ces accords pour améliorer les choses. Et qu'elles soient aussi dans l'export, ce qui n'est pas le cas de toutes les petites et moyennes entreprises. Il y en a beaucoup qui, effectivement, fonctionnent au niveau local et qui donc ne sont pas concernées par ces traités et qui ne les toucheront pas du tout puisqu'elles travaillent au niveau local, finalement. Il y en a beaucoup, effectivement. En France, on a environ 130 000 entreprises exportatrices. C'est un gros enjeu de pouvoir augmenter ce nombre. C'est le double en Allemagne. Et on voit la différence en termes de dynamisme économique en Allemagne par rapport à la France. Donc effectivement, il y a un enjeu local qui est très important également. Merci Monsieur Boursieux d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'était Parlons d'Europe, émission proposée par la Maison de l'Europe de Tours Centre-Val de Loire, centre d'information Europe Direct. Au revoir. Au revoir, merci.